Merci beaucoup. Oui, c'est un vrai plaisir de revenir dans cette maison et de revenir pour ces cours. Moi, je suis toujours frappée par votre présence, l'intensité de l'écoute. Enfin, je trouve ça absolument formidable de prendre sur son temps, de ne pas être allé faire du shopping alors que les halles sont pleines de gens qui sont en train de faire du shopping. Donc, bravo à vous et j'espère que je serai à la hauteur. Alors, j'ai choisi les hommes sensibles. J'avais fait, il y a très longtemps ici, une conférence qui s'appelait « Les larmes au cinéma ». Ce n'était pas spécialement les hommes, c'était les hommes, les femmes, les spectateurs. Et là, on parle des acteurs, et je trouve que c'est intéressant de se poser la question de comment évolue la représentation des hommes au cinéma. Je n'ai pas choisi un axe chronologique, je vous le dis tout de suite, parce que ça peut être ennuyeux. Donc, j'ai pris d'autres chemins de traverse. Et pour commencer, je voudrais juste poser un premier postulat. Il y en aura deux. Le premier, c'est que les hommes sont sensibles, mais ils ne le montrent pas toujours. Du coup, on pense qu'ils ne le sont pas. C'est une erreur tragique. Donc, posons ça sur la table. Nous allons parler de la sensibilité des hommes, de tous les hommes, mais simplement, elle se manifeste différemment. Deuxième postulat. Les sentiments éprouvés sont étroitement liés à la société, à l'époque, à la culture. C'est-à-dire qu'effectivement, la représentation d'un sentiment comme la nostalgie, comme la tristesse, comme la colère, ne se fera pas de la même manière il y a 100 ans, aujourd'hui, ou si on parle de littérature ou de peinture, il y a quelques siècles. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération des deux côtés. C'est-à-dire que non seulement il faut prendre en considération, me semble-t-il, le moment où l'œuvre a été produite, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Quand moi j'entends des gens qui me disent « Oh là, je n'ai pas envie de montrer Panda, Petit Panda », vous voyez ce que c'est Panda, Petit Panda, film d'animation japonais, à des petits-enfants, parce que la maman Panda est une maman qui est un petit peu rétrograde. Je dis « Oui, mais regardez, quand est-ce que ça a été tourné? Si on en parlait, on voit la différence. Même chose pour les hommes, bien évidemment. Donc il faut prendre en compte le moment où ça a été produit, mais aussi le moment où on le reçoit. C'est-à-dire que si je vous passe des films de 1939, aujourd'hui, ça va avoir un écho différent auprès de vous que ça a eu en 1939 quand c'est sorti. Je sais que c'est une évidence, mais parfois, sur la question des mœurs, des traditions, de la représentation des hommes et des femmes, et là aujourd'hui nous parlons des hommes, eh bien c'est important de ne pas l'oublier pour pouvoir rester proche, effectivement, d'une, certainement pas d'une vérité, mais pas dire trop de bêtises, quoi, c'est déjà pas mal. Et donc, en fait, je pense qu'il faut qu'on se préoccupe, comme le disait Roland Barthes, qui, en matière de sentiments, quand même, en connaissait un rayon, pour s'intéresser à ce qu'il appelle l'affectivité d'une époque. Donc, nous en reparlerons à plusieurs reprises dans ce moment que nous allons passer ensemble. Je vais vous donner un exemple que je ne développerai pas, parce que je l'ai fait ailleurs, dans un dossier que la revue Esprit a consacré justement à cette question en novembre de cette année. C'est la question des larmes des hommes, les larmes masculines. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, et pourtant c'est quelque chose qui compte. Je veux dire que, réfléchissez là, essayez d'imaginer Arnold Schwarzenegger en train de fondre en sanglots. C'est pas évident. J'ai pas regardé toute la filmographie de Schwarzenegger, mais je suis à peu près sûre qu'il ne doit pas y avoir ce plan dans sa filmographie. Mais si je reviens dans le passé, Victor Mature, qui était un acteur impassible, je vois qu'on connaît par là-bas, un acteur impassible des années 40, qui était marmoréen, il n'exprimait rien, peut-être parce qu'il ne savait pas jouer, hein. Enfin moi ça c'est mon hypothèse personnelle. Dans Samson et Dalila, ben, il n'est pas question qu'il pleure, quoi. Tout Samson qu'il est, et quand il va perdre ses cheveux, cette question ne se pose pas. En revanche, dans le film que je vous conseille de voir tout à l'heure, vous verrez, avec la route de Madison qui se passe à 21h dans une autre salle, salle 300 j'imagine, vous verrez comment ça peut être aussi montré de nos jours, cette question de l'émotion et des larmes. En fait, il y a des chercheurs qui nous ont appris beaucoup de choses là-dessus.
Je cite quelqu'un à qui je dois beaucoup, c'est Anne Vincent Buffo, qui a fait une histoire des larmes, et je vous renvoie vers son livre, parce qu'il est formidable. Elle explique comment, au XVIIIe siècle, il y avait des spécialisations sur les larmes. Je veux dire que les gens parlaient des larmes comme nous, on parle des films. Avec subtilité, on classe, on trie, effectivement. Et ça n'était pas un problème que les hommes pleurent au XVIIIe siècle. Au contraire, on s'en glorifiait. Chez Homère, les larmes, chez les guerriers, c'est des larmes d'énergie. Et puis maintenant, ça devient plus difficile. Un homme, ça ne pleure pas. Je suis sûre que c'est une phrase que certains d'entre vous ont entendue et j'espère n'ont pas proférée. Parce que c'est vraiment dommage de dire des choses comme ça. Donc, cette contextualisation est utile, mais elle n'empêche pas qu'il y a quand même des retours de modèles, ce que les sociologues appellent des patterns, c'est-à-dire des choses qui sont quand même structurantes et qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Le sociologue Jean Baudrillard l'affirmait. Il disait, j'ouvre les guillemets, « On ne peut guère faire état de sentiments positifs, de son admiration, de son affection. Il y a toujours une certaine impudeur à cela. Seuls ces gens s'échangent au fond vraiment bien les affects critiques ou négatifs. » Et quand je relis ces lignes, moi je me dis que c'est une affirmation générale qui est surtout valable sur le monde masculin. Discuter de la circulation de la parole dans un monde féminin est un autre sujet. C'est passionnant, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait que l'admiration pourrait s'exprimer beaucoup plus facilement entre femmes. Je clôt le sujet, je reviens aux hommes. Je pense que si on parle de cette représentation, et là, Pierre, vous vous préparez, n'est-ce pas ? Si on parle de la représentation cinématographique, Pierre, c'est notre projectionniste à qui je dois tout. Voilà. Pour en revenir à la représentation cinématographique de la sensibilité masculine, je vais prendre un exemple de ce partage dont parle Baudrillard, ce partage des affects négatifs ou critiques. Je vais partir d'un film de Frank Capra qui s'appelle Monsieur Smith au Sénat, dont je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, sinon c'est formidable. Je vous signale qu'à côté de la porte à côté, il y a une bibliothèque extraordinaire que nous avons la chance d'avoir à Paris, la bibliothèque François Truffaut. Vous pouvez aller prendre un DVD et le regarder avec un casque sur les oreilles, et c'est comme un livre, c'est merveilleux. Je ferme la parenthèse. Parce que peut-être que mes extraits vont vous donner envie de voir ces films. Ils sont à la bibliothèque François Truffaut. Et donc, c'est un film qui date de 1939, et le héros positif est incarné par James Stewart, acteur sensible s'il en est, et nous prenons la situation à un moment très difficile, parce que cet homme, qui est ce qu'on appelle un John Doe, un petit dame, type ordinaire, c'est pas un homme politique, il a été choisi par des hommes politiques pour être manœuvré et utilisé au Sénat. Je ne rentre pas dans le détail de la manœuvre, sauf qu'il s'en rend compte, et sauf qu'il décide qu'il va se battre. Il est tout seul, il n'a pas de parti, personne ne le soutient, sauf 2-3 personnes au deuxième ou troisième balcon, et il décide qu'il va défier les gens qui pensent qu'ils vont le rouler. Il parle pendant 23 heures. Nous prenons le moment où il parle presque au bord de l'épuisement. Pourquoi parle-t-il pendant 23 heures ? C'est ce qu'on appelle dans la Constitution américaine, regardez les séries américaines, c'est merveilleux pour apprendre la Constitution américaine, vous regardez la Maison-Blanche et vous savez ce que c'est que ce que je vais vous dire maintenant, le filibuster. C'est-à-dire, c'est un amendement dans la Constitution qui permet que si quelqu'un prend la parole pendant le Sénat, tant qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne s'assied pas, on ne peut pas l'interrompre. Et là, pour obliger les sénateurs à l'écouter, il tient. Mais il tient comment ? C'est quelque chose qui tient de l'ordre du miracle et du travail de l'acteur. On envoie le premier extrait, merci. Senator Smith has now talked for 23 hours and 16 minutes. It is the most unusual and spectacular thing in the Senate annals. One lone and simple American holding the greatest floor in the land. What he lacked in experience, he's made up in fight. But those tired boy ranger legs are buckling, bleary-eyed, voice gone. He can't go on much longer, and all official Washington is here to be in on the kill. No, sir, there's no compromise with truth.
That's all I got up on this floor to say. When was it? A year ago, it seems like. Diz, I'm afraid terrible things are happening. I've got to stop him. They're listening to him. Anything might happen now. Just get up off the ground. That's all I ask. Get up there with that lady that's up on top of this Capitol dome. That lady that stands for liberty. Take a look at this country through her eyes if you really want to see something. And you won't just see scenery. You'll see the whole parade of what man's carved out for himself after centuries of fighting. And fighting for something better than just jungle law. Fighting so he can stand on his own 2 feet, free and decent, like he was created. No matter what his race, color, or creed. That's what you see. There's no place out there for graft, or greed, or lies, or compromise with human liberties. And if that's what the grown-ups have done with this world that was given to them, then we better get those boys' camps started fast and see what the kids can do. And it's not too late. Because this country is bigger than the Taylors, or you, or me, or anything else. Great principles don't get lost once they come to light. They're right here. You just have to see them again. Mr. President, will the senator yield for a question? Will Senator Smith yield to his colleague? Yes, I'll yield for a question. The senator has said repeatedly that he is speaking to the people of his state. He has been waiting, as he so fancifully puts it, for them to come marching here in droves. Would the gentleman be interested in knowing what those people have to say? Here it comes, Diz. Yes, sir, you bet I will. Mr. President, have I permission to bring into this chamber evidence of the response from my state? Is there objection? You may proceed, Senator. Page boys. Come on, boys, on your feet. Hold on, you. I can't stand it, Diz. I can't stand seeing her like this. Public opinion made to order. Yeah, tailor-made. There it is. There's the gentleman's answer. Telegrams. 50,000 of them, demanding that he yield this floor. I invite the Senate to read them. I invite my colleague to read them. The people's answer to Mr. Jefferson Smith. I guess this is just another lost cause, Mr. Payne. Alors là, le sentiment d'indignation, cette indignation devant une injustice, ça c'est quelque chose qui ne pose aucun problème pour être montré au cinéma, quelle que soit l'époque à laquelle c'est filmé. Parce que c'est considéré comme quelque chose de normal qu'un être humain, homme-femme, se révolte et puisse s'indigner. Et là, j'aimerais attirer votre attention quand même sur le travail extraordinaire d'acteur. Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'est que le travail d'acteur.
Puis quand vous commencez à vous y intéresser, on comprend. Je vais vous donner une anecdote qui va vous permettre d'approcher ça en vous promettant que ce n'est pas ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Comme il savait qu'il allait parler 23 heures, enfin dans la fiction, il ne va pas parler, la séquence dure quelque chose comme un quart d'heure, 17 minutes. Il est allé voir un ORL et il lui a demandé, je parle de Hill, James Stewart, il lui a demandé un sirop irritant. L'ORL n'a pas tout de suite voulu, mais il l'a fait. Et effectivement, il arrive à cette voix éraillée, que j'ai moi aussi, mais pour d'autres raisons. Et c'est quelque chose qui a à voir avec l'engagement du corps de l'acteur. Dans cette même salle, il y a quelques semaines, Muriel Joudet, je suis venue écouter son cours parce que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit et je trouve qu'elle parle très intelligemment. Muriel Joudet citait Susan Sontag qui disait « Quand on filme les femmes, c'est le visage qu'on filme. Et quand on filme les hommes, c'est tout le corps. » Et je pense que c'est très vrai. Et c'est quelque chose que nous allons constater dans les différents extraits que nous allons voir. Effectivement, cet engagement du corps dans le rôle. Là, c'est un danger physique. Hein. Enfin, je veux dire, vous pensez à Raging Bull, aux 30 kilos que De Niro a pris pour le rôle de Raging Bull. L'engagement corporel, c'est quelque chose qui fait partie du travail de l'acteur, mais ça ne suffit pas. Vous avez des gens qui sont capables de s'engager beaucoup et ça ne donnera pas quelque chose de satisfaisant ou de convaincant. En fait, là, j'aimerais parler de Luc Moulet, qui a été cité par Muriel Joudet et j'imagine par d'autres intervenants dans ces cours. Parce que quand on parle des acteurs, on parle aussi beaucoup d'un livre qui s'appelle « Politique des acteurs » de Luc Moulet, qui date de 1993 et qui a fait une petite bombe. Parce que d'habitude, on parle de politique des auteurs, comme vous savez. Hein, c'était le concept des cahiers du cinéma. Là, l'idée, c'était de dire, c'est une idée très simple, mais quand vous regardez le cinéma, vous vous rendez compte qu'elle est très juste, cette idée, c'est que quand un acteur passe d'un film à l'autre, il transporte quelque chose de lui d'un film à l'autre. Alors, ce n'est pas valable pour tous. Hein. Même quand ils jouent des rôles différents. Cary Grant, par exemple, c'est complètement ça. James Stewart est là-dedans. Et du coup, quand on regarde un peu les rôles qu'ils ont, James Stewart, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs rôles d'avocat. Là, c'est un avocat du peuple. Hein. Il n'est pas un avocat censément avec les diplômes, mais il parle au nom du peuple. Il a, par exemple, exercé cette fonction dans Made for Each Other de John Cromwell la même année que M. Smith va au Sénat. Il a aussi joué un avocat dans Autopsie d'un meurtre de Preminger en 1959 ou dans L'homme qui tua Liberty Valance de Ford en 1961. En fait, vous voyez, plutôt, c'est quelqu'un qui, dans les rôles qu'il choisit, parce qu'ils choisissent quand même beaucoup, pas toujours les acteurs, mais quand ils peuvent le faire, ça a du sens, ce qu'ils choisissent, il défend la veuve et l'orphelin. Il est du bon côté de la barrière morale. C'est la raison pour laquelle je ne parlerai pas du contenu de ce qui s'est dit dans cette plaidoirie. Ça mériterait un cours de cinéma entier pour parler d'idéologie de Frank Capra. Ce n'est pas notre sujet. Là, c'est comment il porte ce qu'il espère être une bonne parole. Et Luc Moulet décrit James Stewart en disant qu'il est l'acteur de la main tendue qui amplifie une réplique, qui annonce une protestation, qui annonce une accusation ou une prise à témoin. Et là, si vous voulez, d'être du bon côté de la barrière, de défendre ce qui est juste, ça permet de faire passer l'épuisement dans lequel il est, la vulnérabilité dans laquelle il est, parce que juste après, évidemment, il va s'évanouir, il va tomber physiquement. Bon, ça se résout bien, je vous rassure, mais je vous encourage à voir le film si vous avez la chance de ne pas l'avoir vu encore. Mais c'est vrai que cet homme faible, il trouve toute sa force dans son indignation et dans ses sentiments. Ça, c'est une... comment dire ? C'est une représentation assez classique. En fait, là, on est en train de parler des hommes qui montrent leurs sentiments, mais quels sentiments ? Alors, bien sûr, il faut évoquer ici les stéréotypes qui pèsent sur les hommes et qui font qu'il y a des injonctions sur les hommes. Qu'est-ce que c'est qu'une injonction ? C'est le fait que ça intériorise la contrainte. On ne le dit pas, mais on respecte. Et par exemple, on se conforme au stéréotype qui est qu'un homme
ça ne montre pas ses émotions, donc la retenue des émotions. Mais c'est aussi avec d'autres injonctions qui sont la performance physique, la performance sexuelle. Un homme, ça fait ceci, un homme, ça fait cela. J'imagine, étant une femme, que ça doit être assez lourd à porter. On a assez parlé des salauds, ils existent, je les condamne fermement, ce n'est pas d'eux que je parle aujourd'hui. Nous parlons d'autres, ceux que nous fréquentons davantage, les hommes qui, effectivement, au quotidien, sont pris dans ces injonctions de virilité. Tu seras un homme, mon fils, vous connaissez ça aussi. Mais parlons de la retenue émotionnelle, qui est quelque chose de assez souvent représenté. Le héros, le plus souvent, au cinéma, mais dans les livres aussi, mais enfin parlons de cinéma, est en maîtrise de ses émotions, de ses sentiments. Et quand il ne l'est pas, l'effet est d'autant plus fort sur le spectateur, parce que justement c'est inattendu. Et là, Pierre, vous préparerez s'il vous plaît l'extrait numéro 2. Nous allons prendre l'exemple d'un père qui vient de voir sa fille assassinée près de lui et en plus à sa place. Il s'agit de la toute fin du Parrain 3 de Coppola. Le père est joué par Al Pacino et la fille est jouée par la fille de Coppola, Sofia Coppola. Effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ce père qui filme l'assassinat de sa propre fille, mais ça aussi, c'est un autre sujet. Hein. Et donc, je vous propose qu'on voit l'extrait. Toute la famille sort sur les marches du théâtre. On est en Sicile. Ils viennent de voir l'opéra de Mascagni, Cavalleria Rusticana. Et sur les marches, il y a les gardes du corps, Andy Garcia par exemple, qui surveillent parce qu'on sait que le parrain, Michael Corleone, à savoir Al Pacino, est menacé. Ils ont raison de surveiller parce qu'effectivement, il va y avoir une tentative d'assassinat, mais qui va dériver et qui va tomber sur la fille. On en voit l'extrait. Attention, c'est violent émotionnellement. I like this outfit. Yeah, I figured you would. Bravo. Thank you. Say hello. Hey, did you like it? Come on, andiamo per mangiare. Let's get out of here. Can I please talk to you now? Not now, Mary. It's not a good time. You're just like my father. Come on, stay with the family. Go on. Talk to me. The twins are dead. In about 1 minute, there's gonna be Carabinieri crawling all over this place. Okay, let's get everybody to the cars. Nice and quiet. Got it. Quiet. Hear the name Corleone, they're gonna think of a voice. Padre, Mascagni, sempre Mascagni. Dad? This is my mom. Dad? Why are you doing this to me?
You don't have to do this to me, please. Doing what? What do you mean? Come on. Mary, please come. Dad? No. Oh, no. Oh, Mary! Mary! no, God. No! God, no! Oh, God, no, please! Mom, come on. Mom. Mom, just let her go. Please, let her go. Un jour, on m'a demandé de choisir 3 minutes pour dire ce que le cinéma pouvait nous apprendre sur les hommes et la vie, les femmes. Et j'ai choisi cet extrait, parce que je trouve que ce qui se passe là, ça dit quelque chose de la douleur humaine, comment elle peut être monstrueuse, qu'elle peut nous déborder. Et ce qui est original dans ce traitement, original n'est pas le bon terme, ce qui est magnifique dans ce traitement, c'est l'invention de l'acteur ou de réalisateur. Alors, je n'étais pas sur le tournage, j'ai lu beaucoup de choses, je n'ai pas réussi à trouver la réponse à la question que je me pose. C'est-à-dire cette invention extraordinaire du cri empêché. Alors j'ai cherché, ne trouvant pas de réponse sur le tournage,
Est-ce que c'est Coppola qui a dit tu ouvres la bouche et il n'y a aucun son qui sort et à un moment donné ça sort? Ou est-ce que c'est une invention de l'acteur? Je ne peux pas vous dire. Mais en revanche, je sais à quoi ça correspond. Ça correspond à ce qu'on appelle l'anoxie. L'anoxie, c'est lorsque l'organisme ne reçoit pas d'oxygène. Si vous avez vu des petits-enfants pleurer, il arrive qu'ils soient comme ça. Et c'est terrifiant parce que tant qu'ils ne reprennent pas d'oxygène, c'est quelque chose qui peut les conduire à la mort. Et là, il y a au début, pour nous, spectateurs, l'impression que le cri, on ne l'entend pas parce que la musique de Mascagni est là. Sauf que la musique continue et qu'on entend. Et donc, en fait, c'est qu'il a vécu ce que vivent les bébés qui naissent, qui n'arrivent pas à respirer, qu'on secoue pour obtenir le premier cri. Mais c'est un cri inversé. C'est-à-dire, c'est le cri qui va le lancer vers une fin terrible. En fait, vous savez, le Parrain 3, c'est un épisode dans lequel... Enfin, pardon, lapsus, c'est pas une série, c'est un film. C'est un film dans lequel la rédemption est impossible. Pour ceux qui n'auraient pas la saga du Parrain en tête, je vous rappelle que le parrain, Michael Corleone, a fait assassiner son propre frère. Donc, on est à la recherche d'une rédemption qui n'arrive pas dans le troisième épilogue, en fait. Et la mort de la fille est évidemment un châtiment, c'est clair. C'est donné comme tu vas payer. Tu as tué et on va tuer ce qui est le plus cher, ce qui t'est le plus cher. Et en fait, au début, quand ils ont commencé, Mario Tuzzo et Coppola, à adapter le livre, ils voulaient appeler cet épisode, ce film-là, ils voulaient l'appeler La mort de Michael Corleone. Évidemment, la Paramount n'en a pas voulu, parce que c'est pas vendeur, hein. Donc Parrain 3, ça va quand même mieux. Mais en même temps, ça dit vraiment des choses. Et en 2000, que je ne dise pas de bêtises sur la date. En 2020. En 2020, Coppola a repris son film et il a enlevé toute la fin qui se passe dans la villa auprès du puits, c'est-à-dire la mort, effectivement, de Corleone, et il l'a remplacé par un texte. Et un texte qui disait qu'il ne lui restait plus qu'à attendre la tristesse. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très, très étonnant, quoi, parce que c'est le lien entre ce hurlement et cette condamnation à la tristesse pour paiement, pour châtiment. Et quand vous cherchez un petit peu sur qu'est-ce que c'est que ces hurlements d'enfants qu'on n'entend pas, et vous tombez sur quelqu'un comme Winnicott, que vous connaissez certainement, qui s'est beaucoup intéressé aux enfants, et voici ce qu'il dit. Il parle d'un hurlement dont on ne peut jamais faire l'expérience, le dernier hurlement avant que l'espoir ne reste en rade. Et la fin du film, c'est ça. C'est que le personnage de Corleone va rester en rade, sans possibilité d'être autrement que dans la tristesse. Alors, est-ce que le texte est mieux que le fait d'avoir vu la séquence? Ça, c'est une question de choix de spectateur. Mais en tout cas, la question de ce cri horrible qu'on n'entend pas, c'est aussi ça, ce qu'un acteur peut faire pour montrer la douleur. Et comme c'est une tragédie, c'est clairement, enfin, on est vraiment dans la reproduction de ce qui s'est passé dans l'opéra, à l'intérieur de l'opéra avant, c'est-à-dire l'aspect où les dieux sont en train de poursuivre des pauvres humains de leur vindicte. Et il y a deux types de réactions. Bien sûr, il y a la mère, jouée par Diane Keaton, mais il y a aussi la sœur. Et la sœur qui est plus méditerranéenne que nature et qui prend son châle et qui le met sur sa chevelure pour la cacher en signe de deuil. Mais elle ne pleure pas. Et celui qui pleure, celui qui est le Méditerranéen, qui prend en charge les pleureuses, les moments dans lesquels seul le cri, les larmes vont faire que le corps arrive à s'exprimer face à cette douleur, mais ça va être un homme. Et je trouve que Coppola, là, a vraiment réussi quelque chose sur une représentation de la douleur masculine qu'on ne connaissait pas tellement. Et c'est une sorte de pietà inversée. C'est un homme qui prend sa fille sur ses genoux. Ce n'est pas la Vierge Marie qui prend Jésus. Il y a toute une symbolique
symbolique catholique, bien sûr, qui traverse, symbolique qui vient aussi bien de la religion que de la peinture, bien évidemment, qui traverse cette séquence, et cette séquence portée par la musique de Mascagni qui s'arrête quand l'air se termine, est quelque chose qui est très, très fort, me semble-t-il, sur le plan émotionnel. Donc là, encore une émotion qui est grave, qui est celle des sentiments exaspérés de souffrance. 51 ans séparent les deux extraits que je vous ai montrés. Et est-ce à dire qu'il y a une évolution linéaire entre les deux, qu'on ferait mieux maintenant, dans les années 90, que dans les années 39? Alors moi, j'avancerais que non. Je pense qu'il n'y a pas, dans l'histoire de l'art, et quand je dis je pense, je me mets derrière les grands historiens d'art pour dire ça, et je marche dans leurs pas et je répète ce qu'ils disent. Il y a l'histoire des progrès techniques en art, ça c'est sûr. Hein. Vous trouvez un tube de gouache, plutôt que de vous obliger à être dans un studio de peinture, vous pouvez aller sur le motif. Ça, c'est un progrès technique. Il n'y a pas de progrès en esthétique. Un Giotto n'est pas inférieur à un Picasso. Mais en revanche, c'est comme en cinéma, un mauvais film, hein, même un mauvais film d'aujourd'hui, et ça reste inférieur à un film de Griffith ou un film de Buster Keaton. Donc là, ça n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir sur la problématique des acteurs masculins. C'est pas par le temps. En fait, il faut accepter une chose qui est difficile à accepter. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. C'est qu'on a régulièrement, sporadiquement, dans l'histoire du cinéma, on a des hommes, des personnages masculins complexes, qui ont des émotions très travaillées, qui sont vraiment pas des brutes épaisses, quoi. Mais c'est sporadique. Et puis ça disparaît. Vous avez Buster Keaton, le doux Buster Keaton, dans les années 20. Il est magnifique quand il est avec ses petits bouquets de fleurs pour ses fiancées. C'est vraiment, bon, c'est quelque chose de très touchant. Et en même temps, à côté, vous avez des myriades de films dans lesquels il y a des gangsters, des policiers qui sont des brutes épaisses, qui ne sont pas travaillés sur le plan scénaristique, et qui sont présentés comme simplement des stéréotypes sur pattes. Et puis, ça disparaît. Et puis, vous avez quelqu'un d'autre qui arrive, et un personnage masculin qui vous redonne envie, effectivement, de vous dire « Ah, les hommes sont complexes, c'est vraiment intéressant ». Et par exemple, il y en a un qui a marqué un tournant, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Edgar Morin, parce que Edgar Morin a écrit un livre qui s'appelle « Les stars ». Et il y a un de ces chapitres qui est consacré à cet homme, et il dit c'est un tournant dans l'histoire du cinéma. C'est James Dean. James Dean, il est entre Capra et Coppola, au milieu des années 50. James Dean, vous le savez, il est mort à 24 ans. Il est mort au volant d'une Porsche en se rendant à une compétition automobile. Tout pour construire le culte. Comme en plus, il n'a fait que 3 longs métrages qui ont marqué. Il a fait plein d'autres films, hein, mais 3 longs métrages qui ont marqué, c'est-à-dire il y a eu d'abord À l'Est d'Éden de Kazan en 1955, La Fureur de vivre de Nicolas Ray en 1955 aussi, et en 1956, Giant de George Stevens. La brièveté de sa carrière, la force de son personnage, et surtout l'insolence. Enfin, non, pas l'insolence, c'est agressif l'insolence. La nouveauté de sa représentation de jeune est quelque chose qui a vraiment marqué. Alors, vous le savez, il a été élève de l'Actors Studio. Ça veut dire que, du point de vue de la technique, il en rajoute. Ça, s'il peut rajouter des mimiques, des gestes, c'est quelque chose qu'ils ont appris à l'Actors Studio et qu'il fait. Mais cela étant, il y a quelque chose d'immensément juvénile chez lui. Et pas simplement parce qu'il a 23 ans. Vous avez des acteurs qui, à 23 ans, ne transportent pas cette idée comme ça de dynamique. Et moi, je trouve que un des rôles dans lesquels il est le plus fort, c'est La Fureur de vivre, bien sûr. Le titre anglais de La Fureur de vivre dit beaucoup de choses. C'est dommage qu'on ne l'ait pas gardé. C'est « Rebel without a cause », rebelle sans cause. Et ça définit bien cette espèce de violence qu'il y a dans le film, qui est une dénonciation, mais vraiment massive, de la démission des parents, de la façon dont ils ne savent pas regarder les jeunes qui sont leurs enfants.
Alors, après, c'est fait à la manière des années 55. Hein. Il y a un moment donné où le père de James Dean porte un tablier de cuisine. Pas un tablier de cuisine, le tablier de sa femme, avec des petits volants. Ce qui est une façon de dire, regardez comment cet homme n'en est pas un, ou n'en a pas. Je ne porterai pas de jugement dessus, mais c'est dans le film, effectivement. Ce qui est important, c'est comment le personnage interprété par James Dean va vivre un apprentissage des codes de la masculinité. Si vous l'avez vu, vous vous souvenez qu'il y a les bagarres, les bagnoles, les coups de couteau, la conquête de la jeune fille. Toutes les étapes comme ça de l'adolescence sont marquées. Alors, petite nuance, il a 23 ans. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'à 23 ans, on est un adolescent. Hein. C'est quelque chose qui... On est un jeune homme à 23 ans aujourd'hui. Mais il interprétait ce moment où les jeunes nés après la Deuxième Guerre mondiale commencent à arriver dans un monde qui ne les attend pas. Vous savez, Chateaubriand écrit dans René, ce siècle avait 2 ans et l'ennui arrive, parce que rien ne se passe. Et ces jeunes, c'est un petit peu ce qui leur arrive. Mais d'où ça part? Et là, on va voir le 3e extrait. Donc au sol, mais vraiment en plus bas, et progressivement en régression, d'une part avec le jeu, avec le petit jouet là comme ça de gosse, et le fait qu'ensuite il prend une position où il joue la protection parentale, probablement celle qu'il n'a pas eue, celle qu'il aimerait avoir, avec le fait de couvrir, de protéger, comme il protégera plus tard dans le film Salmineo en lui donnant sa veste. Il y a quelque chose là d'une régression qui va jusqu'à la position fétale. Dans les années 50, vous savez, le cinéma hollywoodien découvre la psychanalyse, donc ils y vont à la truelle. Mais ça n'empêche que c'est quand même fort. Même si on se dit, oui, quand même, ça va, j'ai compris. Il y a quand même dans le corps de James Dean cette espèce de grand gaillard magnifique, parce qu'il a quand même une beauté absolue. Il y a quelque chose d'attendrissant dans la façon dont il est présenté comme un grand enfant. François Truffaut disait quelque chose de très juste sur James Dean. Il disait qu'il était aidé dans son jeu par sa myopie. J'y avais pas pensé, mais il ne porte pas de lunettes et effectivement, ça donne une expression un petit peu particulière. Il est très expressif, en fait, et pour comprendre à quel point c'est un choc, cette représentation du jeune homme, il faut penser au film de la même époque. 1 an après La Fureur de vivre sort... Alors, j'ai pas pris un mauvais film, ça aurait été trop facile. J'ai pris un chef-d'œuvre. Comme ça, on fait ça bien. Sort La prisonnière du désert, John Ford. Dans La prisonnière du désert, John Wayne, mais poker face, hein. Il est magnifique, John Wayne. Mais c'est le plus... Le plus qu'on puisse faire dans ce qu'on appelle l'underplaying, c'est-à-dire sous-jouer, en faire le moins possible.
Et à tel point que si vous revoyez La prisonnière du désert, attachez-vous au tout dernier plan. Il y a un moment, c'est tout à fait à la fin, il s'en va. Il laisse le foyer derrière lui et il retourne dans le désert seul. Et il chancelle à peine. Seul problème, il était complètement bourré. Et John Ford, qui est un immense cinéaste, a gardé le plan où il chancelle. Parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on demande à John Wayne. On ne dit pas, John Wayne, allez, vas-y, montre que tu es faible. Pas du tout. Mais là, comme il était bourré, le corps a parlé et le cinéaste s'en est servi. Et je dis ça parce que j'ai un immense respect pour l'acteur, peut-être pas la personne, ça c'est autre chose, mais l'acteur John Wayne, qui a quand même traversé des très grandes cinématographies. Mais c'était ça qu'on voyait comme représentation de l'homme. C'était ça, cet homme fort, qui même s'il souffre ne montrera rien, et là c'est juste le dos qui joue. Le dos et le fait de tituber. Et vous voyez arriver un James Dean au milieu, mais c'est quelque chose de violent qui se produit. Et moi, je comprends tout à fait qu'il y ait l'idée d'un culte, quoi. Alors, là, j'aimerais changer de tonalité. Parce que on parle d'indignation, on parle de désespoir, de douleur. Essayons de faire quelque chose d'un peu plus joyeux. Et quand tout à l'heure je faisais allusion à ce que disait Muriel Joudet à propos du corps entier des hommes qui jouent, eh bien là où ça va être le plus marqué, c'est évidemment dans la danse, bien sûr. Et avant de prendre un exemple qui sera un film français, et ce sera le seul, je voudrais préciser que j'ai fait des choix. Alors, avant que vous ne m'en fassiez le reproche tout à l'heure, donc j'anticipe. J'ai choisi un corpus américain hollywoodien. Pourquoi ? Parce que pendant tout le XXe siècle, le cinéma hollywoodien a modélisé l'attitude, la façon de marcher des hommes, leur façon de s'habiller. Et effectivement, ça a offert des façons de se reconnaître, mais partout sur le globe. C'est pour ça que j'ai choisi ces films. Alors après, je n'ai pas choisi dans ces films-là de personnages ni homosexuels, ni trans, ni noirs, parce que j'ai 1h30 et que autant je trouve que ce serait passionnant de faire ce travail sur le travail des acteurs masculins dans le cinéma africain, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, ou dans le cinéma mexicain, autant j'ai décidé de ne pas m'éparpiller et j'ai pris un canal que vous êtes en liberté de me reprocher. Mais voilà, je vous explique pourquoi je l'ai fait. C'est certainement pas parce que je sous-estime l'importance des acteurs noirs. D'ailleurs, je voudrais vous dire qu'il y aurait beaucoup à dire sur quelqu'un qui s'appelle Richard Roundtree, qui nous a quittés il y a 2 mois et qui était Shaft. Qui était Shaft et qui était un acteur de la blaxploitation, c'est-à-dire ce mouvement de l'industrie américaine cinématographique qui, dans les années 70, a dit « ça commence à suffire de n'avoir que des blancs sur l'écran ». Donc, ils ont fait des films avec des réalisateurs, des acteurs et des techniciens noirs. Et ça a donné, effectivement, Shaft, qui a été quand même là comme modèle, ça se pose un peu là. Donc, il y aurait énormément de choses à dire, mais c'est un choix de ne pas le faire. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que si... D'accord, je ne parle pas beaucoup, je vais en parler un tout petit peu, des acteurs homosexuels, mais c'est parce qu'ils cachent leur homosexualité la plupart du temps. Moins maintenant, heureusement. Heureusement, on avance et ça commence à se faire. Mais pourquoi ? Mais pour des raisons très simples. C'est que si on les imagine comme homosexuels, ça va être difficile de les mettre avec des femmes dans les bras sur l'écran. Or, la majorité des films fonctionnent encore aujourd'hui sur des couples hétérosexuels entre un homme et une femme. Et Muriel Robin, il y a 4 mois, l'a dit, je vois madame que vous avez suivi ce moment où elle a parlé, elle a été extrêmement émouvante, elle a dit « les homosexuels, on a du mal. Parce que si on dit ça, on ne trouvera plus de travail, on va se trouver en difficulté. Encore aujourd'hui. Donc ça va mieux.
c'est quand même beaucoup mieux, mais il ne faut pas sous-estimer cette histoire. Cary Grant, c'est l'exemple le plus connu, vous le savez. Cary Grant était bisexuel, en tout cas la partie homosexuelle a largement été occultée pendant très longtemps. Il a refusé le rôle dans The Rope, la corde d'Hitchcock, parce que c'était assez connoté homosexuel. Il n'a pas voulu en entendre parler. Mais revenons à James Dean. Dans sa vie, James Dean, il était homosexuel. Dans le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, Les stars de Edgar Morin, pour lequel j'ai une grande admiration, je suis retournée voir. C'est jamais dit. Le livre date de, alors que je vous dise pas de bêtises, il date de 1984. Donc Edgar Morin, qui est le grand penseur que vous savez, eh ben, en 1984, probablement il ne le sait pas. C'est-à-dire que sa documentation ne le lui dit pas. Vous voyez, on a avancé lentement, il y a encore énormément à faire, mais voilà, je voulais au moins faire cette mise au point pour pas que vous pensiez que c'était une tâche aveugle, que je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Il y aura d'autres choses à me reprocher, j'en suis certaine. Retour à la danse. Alors, voilà, j'ai pas su choisir, je vous ai dit américain, hein, j'ai pas su choisir entre Jane Kelly et Fred Astaire. C'était pas possible, j'y arrivais pas, il leur fallait 2 extraits. Alors je me suis dit, ben, allons vers un film français. Alors, ce film, qui est une pure merveille, il passe quand? Il passe dimanche, ici. J'espère que l'extrait que vous allez voir va vous donner envie de le voir. C'est un film avec un anti-héros dans le glamour. C'est-à-dire qu'il n'est pas très beau, qui est une façon gentille de ma part de dire qu'il n'est pas beau du tout, cet acteur. C'est un acteur magnifique. Il s'appelle Claude Melki, à ne pas confondre avec Gilbert Melki. Gilbert Melki, c'est son neveu, vous savez, c'est Patrick Abitbol dans La vérité si je mens. Mais Claude Melki est un acteur absolument extraordinaire, je vous en parlerai après. Je vous laisse découvrir. En fait, dans ce film qui s'appelle L'Acrobate de Jean-Daniel Paulet, monsieur et madame, vous aviez déjà trouvé que c'était ça, je vois qu'on a deviné. Dans L'Acrobate de Jean-Daniel Paulet, il joue un garçon bain-douche. Alors, depuis la généralisation des baignoires, des douches à l'italienne, etc., il y a moins de bains-douches et c'est quelque chose qui est moins connu, mais quand même. Le film date de 1976 et il est un gars qui est maladroit, quoi. Qui est gentil comme tout, il est adorable, mais il est maladroit, il n'arrive pas à draguer, c'est pas possible. Il sait qu'il n'est pas beau, donc ça l'empêche encore plus d'avoir du charme, et il se trouve qu'il a un copain, alors ça ne l'arrange pas du tout, mais ça c'est très souvent, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est pareil, il y a des moments dans lesquels vous avez des hommes ou des femmes beaux, séduisants, charmeurs, qui prennent un vilain comme faire valoir. On connaît ça. Hein. Et là, c'est un espèce de macho magnifique qui est interprété par Guy Marchand. Ouais. Guy Marchand jeune, qui est splendide là-dedans. Et Guy Marchand, son hobby, c'est... Enfin, le personnage interprété par Guy Marchand, son hobby, c'est de danser le tango. Et il emmène son copain. Et ce que vous allez voir, c'est cette espèce de choc qui se produit lorsque ce garçon lunaire, maladroit, a envie de quelque chose dont il sent que ça peut l'aider à changer. 3e extrait, ou 4e, je ne sais plus. Lily! Merde, c'est dimanche. Lily! Ouais? Salut. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sors ce soir? Non, on sort ce soir.
Léon, tu te rends compte? Je me rends compte de quoi? Du travail. Quel travail? C'est pas dur leur truc. Vous vous appelez comment? La familiarité, Léon. Non. Roméo? Alors le cinéaste est peu connu malheureusement, et c'est un grand cinéaste, il s'appelle Jean-Daniel Paulet. Qui avait déjà vu l'Acrobate ici? Ah ouais, vraie salle de cinéphile. Hein. C'est un bijou? Ah merci. Oui, on encourage les gens à y aller. Bon, d'accord, c'est parfait. Oui. Et donc, et Jean-Daniel Paulet, si vous voulez, c'est à la fois un documentariste et un cinéaste de fiction. Et là, on voit ça à l'œuvre, et il a choisi cet acteur-personnage. C'est un acteur et un personnage en même temps, qu'est Claude Melki. Alors, comment il l'a choisi? Il était en train de faire son service militaire et il est au service des armées, service cinématographique des armées, où quelques cinéastes français ont réussi à faire leurs premières armes et à faire leurs premiers films. Et il filme dans un dancing. Il regarde ses bouts d'essai et chez lui, il se rend compte que ce type-là l'intéresse. Et il cherche ses copains d'aller rechercher ce type. Il trouve Claude Melki
Claude Melki était un apprenti tailleur, donc très très loin du monde du cinéma et du monde du tango. Et il lui fait jouer plusieurs fois le rôle d'un personnage qui s'appelle Léon. Si vous voulez repenser à ce que Truffaut a fait avec Jean-Pierre Léaud et Antoine Doinel, c'est un petit peu du même ordre. Et là, le personnage de Léon, qui est un lunaire, il dit « Je voulais qu'il ressemble au burlesque de Keaton du début ». Et c'est un petit peu ce qui se passe. Et il l'a sorti de son milieu d'apprenti tailleur, et il est rentré dans le milieu du cinéma. Et d'une certaine manière, il se passe ce qui se passe. Je voudrais être prudente. C'est pas toujours. Et relisons le paradoxe du comédien, hein, si on a besoin de se rafraîchir la mémoire. C'est pas toujours, mais il arrive que des acteurs aient quelque chose de leur vie qui ressorte dans le cinéma. James Dean, il a vécu une telle enfance tellement malheureuse que quand il a interprété La Fureur de vivre, il y a certainement quelque chose de ça qui est passé. Ce n'est pas une obligation, mais ça arrive. Et là, cette espèce de transformation de la chrysalide en papillon, qu'est le film qui s'appelle L'Acrobate, est quelque chose qui a certainement été en coïncidence avec la vie de Monsieur Claude Melki. Alors, au départ, Jean-Daniel Paulet dit c'est lui qu'il me faut, parce qu'il correspond à mon idée du garçon douche, bain-douche, qui n'est pas très, très séduisant, et qui va devenir, je ne vous dis pas quoi, si ce n'est qu'il va danser merveilleusement bien à la fin du film. Mais vous verrez ensuite l'intrigue du film. Et il dit, c'est très simple, on va aller dans un cours de tango. Et il y avait à ce moment-là Rosie et Georges, le film leur est dédié d'ailleurs, qui étaient des professeurs de tango, qui jouent dans le film. Ça, c'est le côté documentaire. Et il dit, voilà, en 15 jours, ce serait bien que vous prépariez Claude Melki à danser pour figurer qu'il est dans des championnats. Et là, Georges lui dit, non, c'est pas 15 jours, c'est 1 an. Et en fait, ils ont passé 15 mois à 6 heures par jour pour Claude Melki. Venez voir le film dimanche. Je n'ai aucun intérêt personnel, hein, mais venez voir le film dimanche et vous verrez comment, au bout d'1 heure de film, 1h15 de film, comment il danse. C'est impressionnant, mais c'est là, on retombe sur la question du travail de l'acteur. Et je voulais signaler quand même qu'il y a d'excellents acteurs qui ne sont pas passés par des écoles d'acteurs, qui ne sont pas passés par le cours Florent, ni par le conservatoire, qui ont été repérés comme ça et qui savent se comporter devant une caméra. Et ce que dit Jean-Daniel Paulet est très beau sur Claude Melki. Il dit, Melki est un grand acteur, c'est quelqu'un qui a à la fois la maîtrise totale de ses mouvements, une discipline qui lui permet de répondre parfaitement à ce que lui demande le metteur en scène. Il se donne et en même temps, il joue la comédie, il joue et il ne joue pas. Ça parle de Claude Melki, mais je trouve que ça parle aussi de ce que c'est qu'un acteur. Le travail qui consiste à être effectivement présent, soit c'est votre corps d'homme qui est filmé, mais en même temps jouer un autre, mais jouer en tant que soi-même et un autre acteur ferait différemment. Et donc là, il y a eu une osmose entre eux, et ça a fait effectivement quelque chose de très, très fort entre eux, et cette transfiguration par la danse, c'est non seulement le personnage qu'il a eu, mais aussi l'acteur. Il avait déjà tourné avec Paulet, mais là, on a grimpé. Quand je vous disais qu'il y avait à la fois du documentaire et de la fiction, d'une certaine manière, c'est Melki qui apporte la fiction. Parce que le documentaire, c'est le regard de Paulet sur ces salles de dancing, le regard sur le tango, et même si vous n'aimez pas le tango, c'est quelque chose qui est passionnant de voir. Si vous voulez, c'est comme dans la série sur la dame qui joue aux échecs, là, même si vous ne comprenez pas les échecs, vous pouvez être passionné par la série parce que c'est fabriqué dans la narration de manière à ce que vous y intéressiez. Et là, il y a ce jeu entre documentaire-fiction, réalité d'un acteur et interprétation du personnage. Et la question du physique, du rapport au physique, la question du rapport au physique, c'est quelque chose qui est très très important parce que, vous voyez, là, il joue l'émerveillement. Ça reste sobre. Il ne fait pas des mimiques explosives, mais comment est-ce qu'il joue l'émerveillement?
c'est en reprenant les gestes et en commençant déjà à travailler. Et déjà, à la fin de la séquence, ces brusques mouvements de tête sont meilleurs qu'au début. Mais oui, il travaille et c'est donné comme tel. Mais la question aussi du rapport au corps, vraiment, on en a rarement parlé au cinéma, aussi bien que dans le cinéma d'un acteur que je voudrais, un acteur réalisateur que je voudrais mettre, où il n'y a pas besoin de moi, mais simplement partager avec vous ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'on a déjà du mal à voir les femmes vieillir à l'écran. Enfin, c'est assez simple, hein. Passé 50 ans, elles sont grand-mères, elles sont nounous, avocates de talent, mais bon, la séduction, c'est fini, hein, on n'en parle plus. Combien d'hommes acteurs de 50 ans, 60 ans, vous voyez jouer les séducteurs? C'est incalculable. Combien d'hommes de 60 ans, 70 ans, voyez-vous montrer leur faiblesse physique? Ça, c'est plus rare. Et ça, c'est intéressant. Et ceux qui aiment un certain type de cinéma savent de qui je vais parler. Je vais parler de Clint Eastwood, bien évidemment. Et donc, là, ce que je voudrais vous montrer, c'est 2 extraits de films de Clint Eastwood pour vous encourager à venir voir La Route de Madison tout à l'heure. Je ne prends pas d'extrait de La Route de Madison exprès. Qui sont des extraits dans lesquels on est très, très loin de l'inspecteur Harry. Parce que ça, il faut en parler quand même. Clint Eastwood commence sa carrière avec des films dont le personnage est un inspecteur qui a plutôt un côté justicier solitaire, qui n'est pas exactement dans les clous, on ne va pas dire que c'est un démocrate. Et quand les films sont sortis dans les années entre 71 et 88 du siècle dernier, la critique intelligente a été extrêmement raide à son égard, et oui, effectivement, l'a traité de fasciste. Donc, je ne parlerai pas de ces films-là. C'est l'inspecteur Harry, Quand les inspecteurs s'en mêlent, enfin, il y en a 5, dont un qui a été réalisé par Clint Eastwood. Il vient de là. Il vient du mec qui en a, qui a un revolver, qui bouge sur tout ce qui bouge, qui rétablit la justice sans que la justice s'en mêle, sans le tiers qu'est l'institution juridique, et quelque chose qui est à l'inverse de ce qu'il va faire quand il va filmer ses propres films, où progressivement, il va se donner un rôle où il est en position vulnérable. Le moment où c'est devenu évident, c'est, pardonnez-moi, je vérifie la date, je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est en 1992, il a 62 ans, et il tourne Impitoyable. Impitoyable, c'est un western. Ça fait longtemps qu'on ne fait pas de western à Hollywood. C'est vraiment tombé en désuétude. Il y en a un de temps en temps, comme une comédie musicale de temps en temps, un tous les 10 ans, en gros. Et lui, il en fait un. Et c'est un western crépusculaire, très, très sombre, vraiment marqué par le fait que toute une culture disparaît. Et là, le réalisateur, c'est encore une autre figure. On a vu les jeunes acteurs qui ont fait Actors Studio, on a vu quelqu'un de rodé comme Jimmy Stewart, on a vu quelqu'un qui ne vient pas du monde de l'actorat comme Claude Melky. Et là, on va voir une figure un peu particulière qui est celle de l'acteur-réalisateur. Et Clint Eastwood, ce film, mais je vais vous laisser le voir, c'est le début du film, Impitoyable, je sais que vous connaissez, mais on va se rafraîchir la mémoire. C'est donc l'extrait numéro 5. You don't look like no rootin', tootin' son of a bitch and cold-blooded assassin. Say what? My guess is you're calling yourself Mr. William Money. You have me confused with someone else, mister. Same one as shot Charlie Pepper up in Lake County? Pa! Hey, Pa! Yeah, what's up, son? 2 more hogs got the fever. You shot Charlie Pepper, didn't you? You're the one who killed William Harvey and robbed that train over Missouri? Now, hold on, mister. Son, you get those hogs separated there.
Penny, why don't you help your brother out? That one's sick too. Yeah. We'll talk inside. So you're Pete Southouse' nephew, huh? I thought maybe you was someone come to kill me for something I'd done in the old days. I could have. Easy. I guess maybe so. Like I was saying, you don't look no meaner than hell, cold-blooded damn killer. Maybe I ain't. Yeah, well, Uncle Pete says you was the meanest goddamn son of a bitch alive. And if I ever wanted a partner for a killing, you were the worst one. Meaning the best. On account as yours, you're as cold as the snow. You don't have no weak nerve nor fear. Pete said that, huh? Yeah, he did. I'm a damn killer myself, except I ain't killed as many as you because of my youth. Schofield Kid is what they call me. Why? You from Schofield? Nah, it's on account of my Schofield model Smith & Wesson pistol. How about it, Will? How about what? How about being my partner? I'm heading up north, in through Niobrara up to Wyoming. Gonna kill a couple of no-good cowboys. For what? For cutting up a lady. They cut up her face. Cut her eyes out. They cut her ears off. Hell, they even cut her teeth. Jesus. $1,000 reward, Will. 500 apiece. Pa? I can't move those damn pigs. Watch your cussing now, will you? Do the best you can with it and go to the pump and get yourself cleaned up. Come on, come on. I ain't like that anymore, kid. This whiskey done it much as anything else. I ain't had a drop in over 10 years. My wife, she cured me of that. Cured me of drink and wickedness. Well, you don't look so prosperous. Hell, you could buy her a new dress with your half. We could kill them, too. You could buy your wife one of them fancy... She's passed on. What? Been going near 3 years now. Oh. Don't tell no one else about the reward and all. Don't need no other gunmen trying to collect. We don't see no one out here. Yeah. Well, if you used to change your mind, might be you could catch me. I'll be riding due west of the Western Trail, heading north into Wyoming. Come on, let's separate those hogs. I think they got the fever. Alors c'est le jeune homme qui relaye le mythe du western, le mythe de l'homme fort, le mythe de celui qui va venger, là c'est pas la veuve et l'orphelin, mais c'est les prostituées qui ont été attaquées, ce qui est d'ailleurs un argument qu'il va jouer ensuite, puisqu'il va le faire à cause de ça, parce qu'il n'accepte pas qu'on traite mal les femmes. Mais il y a ce partage entre les deux, où il en est revenu. Ce n'est plus l'inspecteur Harry. Ce que décrit
le jeune chasseur de primes, c'est l'inspecteur Harry, d'une certaine manière. Et là, on a le déni. Je ne suis plus cet homme-là. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi comment il se filme de près. Vous avez vu le dernier plan? La caméra se rapproche, les rides, elles sont là. Il n'y a pas de... Alors, moi, j'en suis à me dire que c'est un peu une coquetterie aussi, une coquetterie inversée. C'est-à-dire qu'il est réalisateur, il est acteur, il peut se permettre, et ça c'est quelque chose que la culture américaine sait bien faire, c'est l'autodérision. On se moque de soi-même, ce qui est une façon de faire face. On connaît la définition de Wilde, l'humour c'est la politesse du désespoir. C'est vrai, arriver à se moquer de soi-même, c'est pouvoir vivre avec le mal, avec la difficulté. Et là, il y a quelque chose dans... Enfin, c'est un cow-boy qui tombe dans la boue, quoi. Il se relève, il est plein de boue sur le côté. Alors, il en rajoute, c'est certain. Mais c'est extrêmement courageux quand même. Alors là, je ne voudrais pas vous dire de bêtises sur son âge. Dans cet extrait-là, il a 62 ans. Et il est, moi, je trouve assez fatigué pour 62 ans. Mais oui, je suis de votre avis. Merci. Non, mais vous avez raison. Vous avez 1000 fois raison, madame. Effectivement, il est très beau. Mais il le sait. Il le sait. Comme Melky sait qu'il n'est pas beau, lui, il sait qu'il est beau même à cet âge-là. Et je vais même vous le montrer 10 ans plus tard, à 60... Alors, nous allons effectivement, comme prévu, sauter le numéro 6 et passer au numéro 7, n'est-ce pas, Pierre? Mais c'était entendu. Donc, on va passer à un extrait où il a 70 ans. Et c'est... Moi, je ne sais pas si j'en parle ou pas, je leur dis ou pas. Allez-y, on envoie l'extrait. Now just cough when I say, okay? Cough. And again, please. Morning, gentlemen. I'm Dr. Carruthers. I'll be assisting Dr. Michelson here. Hi. Nothing to be ashamed of. Easy for you to say. Cover your right eye and read the chart if you would. Timing. E, FL, EPT, PLEP, FLF, LEPT, PLF, ETE, LOP, ZD, DEF, POTEC, FLE, PTP, LEP, FL, FL, EPT, PLFT, MAD, INUSA. Oh, made in USA. That's one for the economy. You have 20/10 vision, Colonel. Oh, you did. And 14 seconds. All right. All right. E, FL, EPT, PLEP, FLELE, PTLPEF, TZET, T. 20/20. And 5 seconds slow. Oh, Next. I'm next. 5 seconds. Yes. Wish I could be your next. You could get your fiancé to take you to some brasserie in France and give you oysters. If you won't, can I? Let's see how you do on your physical first. I'm just going to do the bottom 3 lines, FLEPT, PLEPFL, FLEPT, PLFET. Do you think oysters would be too much for the first date? You have 20/10 vision, Captain. Yeah, these are just for looking at you, kid. I may be blind, Frank, but my memory is perfect. FLEPT, PLEPFL, LEPT, PLEP, EFLEPT, PLE. Next. You all right? I'm just not too crazy about needles, is all. Well, that's pretty common. Make a fist and pump it a couple times. That's good. You don't remember me, do you? What? No, my father was flight surgeon at Beale Air Force Base for 21 years. Oh, yeah. Dr. Martin, the goat. The goat, yeah. That was my dad. I met you when I was about 12 years old, but that was quite a while ago. I doubt you remember. Now, wait a minute now. Pigtails, a lot of freckles, and knobby little old knees. Was that you? Yeah. How is the old goat? He passed away 9 years ago. Dans la série de l'humour, là, quand même, hein, c'est pas mal.
Les acteurs, vous les avez reconnus autour de lui. Il y a James Garner. Et celui qui est si fier de son membre, c'est Donald Sutherland, dont vous vous souvenez qu'il a joué Casanova de Fellini. Alors là, c'est le côté discrètement cinéphile de Eastwood qui met le Casanova sur le retour, mais quand même présent. Il y a beaucoup, effectivement, c'est un film que je vous recommande de voir ou de revoir, Space Cowboy. C'est absolument formidable sur tout ce que ça dit sur la vieillesse. Si certains d'entre vous, pas les plus jeunes, mais certains d'entre vous qui ont mon âge, vous commencez à trouver que c'est dur de vieillir, regardez ce film. En plus, la narration est formidable. C'est l'histoire d'une bande de cosmonautes qui se sont préparés et qui ne sont pas partis au dernier moment faire un voyage interplanétaire et auquel on fait appel parce qu'il y a un satellite de l'époque soviétique, on est en 90, qui pose problème. On ne sait pas très bien pourquoi, mais il faut vraiment l'empêcher de se déliter dans l'espace. Et la technologie est tellement vieille qu'il n'y a que ces spationautes-là qui sont capables de faire face. Et c'est pour ça qu'on fait appel à eux et qu'effectivement, là, vous avez compris qu'ils ont appris par cœur, effectivement, toutes les listes. Mais on est dans le cinéma américain. Au cas où vous n'auriez pas compris, on vous met quand même un plan de flou. Comme ça, tout le monde a compris. On sait ce dont il s'agit. C'est quand même extrêmement drôle. Et chapeau, quoi. Chapeau de montrer ses fesses comme ça. C'est plus... Enfin, voilà. Moi, je trouve ça vraiment... Ça a du panache, quoi. C'est plutôt bien, quoi. Donc, c'est vrai qu'on est dans une... Et là, il a 70 ans, oui. Il a 70 ans. Depuis, il a fait Gran Torino en 2009, où il a 79 ans, qui est un film qui n'est pas un de ses meilleurs, mais il y a un moment extraordinaire. Je vous renvoie vers le film où moi, j'ai l'impression qu'il a fait le film pour ce plan-là. Il a fait le film pour un plan. Il est avec ses voisins Hmong, qui sont des Asiatiques, des étrangers, des immigrés. Et lui, il se présente comme un personnage raciste. Vous savez que dans la vie, Eastwood, c'est un républicain pur jus, libertarien, maire de Carmel, pas exactement dans la tendance du Hollywood de gauche, hein, mais ça, c'est sa vie. Et là, dans le film donc Gran Torino, il campe un homme raciste qui ne supporte pas ses voisins, qui ne supporte pas, comme dirait l'autre, le bruit et l'odeur, et qui, à un moment donné, se trouve pris dans une fête des voisins. Il se sent mal, et toute la communauté qui était contre lui se met à s'occuper de lui. Et on le retrouve dans un plan à la cuisine, où il est entouré de 10 femmes qui le font manger. Et moi, je suis sûre qu'Eastwood, il a fait tout le film pour ce plan-là. Parce qu'on voit sur le visage le contentement qu'on s'occupe de lui et que toutes ces femmes s'occupent de lui. Je ne vais pas passer plus de temps sur Eastwood parce que vous le connaissez bien. Et donc, la question, c'est peut-être aussi de se poser, se demander, et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez bien, dans les films qui sortent, les films français en particulier, que les personnages masculins sont nettement moins patibulaires, hiératiques, monolithiques. Ils sont beaucoup plus complexes, et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et il y a l'introduction dans le cinéma de ces 20 dernières années, ou ces 10 dernières années, de ces nuances dans le personnage masculin. Et je voudrais prendre un exemple autour d'un acteur dont je trouve qu'il a pris des risques, c'est Ryan Gosling. Ryan Gosling, c'est Ken dans Barbie. Et si vous avez vu Barbie, il est éblouissant. Il est éblouissant de désespoir, de comment il va marquer, comment c'est insupportable que toutes les femmes fassent des soirées pyjama et que les hommes soient exclus. Évidemment, une inversion de situation classique, mais il joue ça merveilleusement bien. Et c'est pas Barbie que j'ai pris, mais j'ai pris un exemple d'un autre film qui introduit une nuance qui est la nostalgie, qui est La La Land. Je voudrais vous montrer la fin de La La Land, le travail que fait Gosling sur cette espèce de moment où la femme qu'il aime est avec un autre homme,
dans la boîte de nuit dont il s'occupe, la boîte de jazz. Lui est au piano, il vit, il fantasme sa vie avec elle qui n'a pas eu lieu. Et la fin est quelque chose de très, très doux amer. Et c'est inhabituel, c'est une comédie romantique, une rom-com comme on dit, pour une fois, qui ne se termine pas avec la fusion des deux personnes dont on avait dit au début qu'ils étaient faits pour s'aimer, love at first sight, l'amour à première vue, et que ça durerait toujours. Donc on regarde cet extrait de La La Land. Donc tout ce qui était au début, vous l'avez compris, c'était fantasmé par lui pendant qu'il était en train de jouer au piano, alors que la femme qu'il aime, Emma Stone, était assise avec l'homme avec qui elle vit, avec qui elle a un enfant, effectivement, et c'est le retour à la réalité. C'est vrai que Damien Chazelle, il va fort sur les lumières, la façon dont elle est éclairée de manière extrêmement artificielle, elle en rouge, en bleu, et lui, il est dans une lumière naturelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un sentiment délicat. Ce n'est pas que de la tristesse, c'est aussi de la nostalgie, mais aussi ce moment magnifique où les deux acteurs dans le chant contre chant se font ce demi-sourire, difficile le demi-sourire, hein,
c'est pas évident, qui dit « Ok, d'accord, la vie va continuer, continuons ». Et le fait d'introduire un sentiment aussi délicat, aussi ténu pour une fin de film, mais ça, c'est un respect d'un personnage masculin, je trouve. Je trouve que ça traite un personnage masculin avec beaucoup, beaucoup d'égards, pas comme un monolithe, voilà, effectivement. Donc, ça pourrait être cette modernité qui est un film de 2016, mais la modernité, comme je l'ai dit au début, ou bien l'état des choses, c'est quelque chose qui évolue, et on peut penser qu'il y a un siècle, il y avait des gens qui étaient autant dans une composition complexe des hommes qu'aujourd'hui. Et je voudrais terminer avec un dernier extrait d'un film qui a 103 ans aujourd'hui. Non, 102. Attendez. 102 ans. Et dans lequel on a un père qui pourrait parfaitement être dans le parc à côté, au parc des Halles, en train de s'occuper de son fils ou de sa fille. Et c'est magnifique, et c'est le Kid. Je vous rappelle la situation, on est tout à fait au début du film. Celui qui est présenté dans le générique comme le vagabond, alors qu'en fait c'est un vitrier, un peu particulier. Il fait casser les vitres par son fils pour pouvoir les réparer. Enfin, ça reste un vitrier, escroc, mais ça reste un vitrier. Donc, se promène dans la rue et puis tombe sur un bébé dans le caniveau. Il essaie 7 fois, je les ai comptés, de se débarrasser du bébé. Mais à chaque fois, il y a soit une femme qui arrive et qui lui dit « Enfin, c'est votre bébé, occupez-vous-en », soit un policier qui lui fait peur et qui lui fait qu'il doit s'occuper. Et finalement, de guerre lasse, il ramène le bébé chez lui. Et quand il arrive, il y a 3 femmes à la porte qui lui disent « It is yours, c'est à vous ?» Et il dit « Oui ». Et comment il s'appelle? Il ne répond pas. Il rentre dans le couloir, il ressort, le plan ne bouge pas, et il s'appelle John. Donc il le baptise comme ça, live. Et le plan d'après, c'est le bébé qui est dans son berceau de fortune, avec son biberon organisé. Et on découvre que c'est Charlot, enfin le personnage interprété par Charles Chaplin, qui découpe des langes avec une technique sûre. Mais si, il sait ce qu'il faut faire. Et ce qu'il y a surtout de formidable, c'est qu'il n'a pas besoin d'une femme pour le lui dire. Moi, je trouve que quand on a vu ça, on peut se dire tous les hommes sont capables de s'occuper des enfants. Voilà. C'est quelque chose qu'en 1921, Chaplin nous montre. Et ça, c'est d'une modernité totale. La façon dont il lui embrasse les pieds, mais c'est génial. Parce qu'évidemment que tous les pères ont envie de faire ça. Après, est-ce qu'ils ont envie de le montrer? C'est une autre chose. En tout cas, lui, il le montre. Bon, alors, pour l'histoire du tournage, il faut dire que c'est un peu particulier.
Chaplin venait de perdre un enfant qui venait de naître 3 semaines avant. Et il a engagé le petit garçon que vous ne voyez pas, parce que j'ai coupé juste avant, qui s'appelle Jackie Coogan, au coup de cœur, et il a été extrêmement proche de lui, l'enfant qui joue le kid. Pendant tout le tournage, il y avait quelque chose d'un peu personnel dans la façon d'interpréter le père vis-à-vis de Jackie Coogan. Mais ce qui est important, c'est que là, on a un cinéaste qui est pas au sommet de sa gloire, mais presque. En 1921, il est déjà connu dans le monde entier, qui accepte de se montrer gaga devant un petit bébé. Et c'est normal, sauf que c'est pas fréquent. Et qu'effectivement, c'est important qu'au cinéma, on voit des hommes se comporter de différentes manières. Pas simplement comme les héros statufiés que sont nos héros de western, par exemple. Et je me dis que, comme je disais au départ, c'est sporadique, malheureusement. Ça va, ça vient, il y en a à certains moments, il n'y en a pas après. Petite parenthèse, c'est pour ça que c'est très important de montrer des films aux enfants. C'est très important de leur montrer d'autres modèles. Montrer le kid à partir de 8 ans, parce que quand même, émotionnellement, c'est très dur, hein. Il y a des séparations de père-enfant qui sont dramatiques, 8-9 ans, enfin ça dépend de l'enfant que vous avez, mais le montrer, c'est montrer un exemple de comment les hommes peuvent être différents, ce qu'ils sont capables de faire, et ma foi, ça me semble être quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, au début, je vous disais effectivement qu'il fallait replacer l'œuvre dans sa période de production et celle de réception, c'est ce qu'on vient de faire là, et là, il y a un exemple qui est celui d'un acteur exigeant, d'un réalisateur exigeant, d'un scénariste, parce que c'est lui qui a écrit aussi, exigeant, d'un producteur, parce que c'est aussi lui le producteur. Là, c'est un cas là où c'est même plus l'acteur-réalisateur, il fait tout. Chaplin avait les moyens de dominer totalement sa création, qui justement peut jouer d'émotions qui sont traditionnellement attribuées à des femmes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'effectivement, il ne prend pas là, à d'autres moments il va le faire, hein, Chaplin, il ne se prive de rien, Chaplin, ça, c'est les grands esprits, si vous voulez. Je dis un truc, il va faire l'inverse, je serai obligé de dire qu'il fait l'inverse aussi, parce que ce qui est bon pour son film, il va le prendre. Mais là, dans ce cas précis, il ne cherche pas les émotions qui sont d'habitude autorisées, entre guillemets, aux hommes dans la représentation qu'on donne au cinéma, qui sont des émotions en relation avec la domination, la colère, la haine, le désir de vengeance. Ah ça, il n'y a aucun problème, hein. Depuis 1895. Vous en trouvez, c'est vraiment à foison tout le temps, et aujourd'hui, et en 2024, il y en aura aussi. Donc, c'est pas ça qu'il montre. Il montre aussi, il peut montrer ça, mais aussi, il va montrer des moments dans lesquels la vulnérabilité, la tendresse, la douleur, l'émerveillement, la joie, qui sont des émotions que, au cinéma, je ne parle pas de la réalité, mais au cinéma, on attribue plutôt aux enfants et aux femmes. Et c'est formidable de voir un homme qui se préoccupe de ça. Et aujourd'hui, je me dis que le travail uni des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des acteurs, ça pourrait être justement de continuer ce travail dont Michel Foucault disait que c'est la rupture d'évidence. Cassons le moment où ce qui est important, c'est qu'un homme soit poker face, impavide, qu'il ne montre pas ses émotions. Et essayons de dire que oui, les hommes, nos amants, si je parle des femmes qui sont dans la salle, nos maris, nos fils, nos petits-fils, eh bien, je pense que c'est important qu'on leur dise qu'ils ont le droit de pleurer et qu'ils n'en sont pas moins des hommes pour cela. Merci.